Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'il y a 10 jours en arrière. Nous nous étions quittés le 4 août dernier sur un prix du Bitcoin aux alentours des 29 170 dollars à peu près. Il ne s'est donc strictement rien passé sur les 10 derniers jours, bien qu'il y ait eu beaucoup de news, et des news extrêmement pertinentes et intéressantes, certaines qui nous plaisent, d'autres qui nous plaisent un petit peu moins, on va en parler dans cette vidéo bien évidemment, on va refaire un petit peu un constat sur ces 10 derniers jours. Regardez ce que l'on attend dans les prochains jours, peut-être prochaines semaines. Est-ce que c'est imminent par rapport à une résolution, qu'elle soit haussière ou baissière? Je privilégierais personnellement la hausse. Pourquoi? Puisque notre billet momentum est toujours haussier, on fait toujours des creux de plus en plus haut et des hauts toujours plus hauts, jusqu'à preuve du contraire. Nous sommes en train de travailler le premier arrêt du précédent mouvement. Tant que le probabilité, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus haut. On va parler de tout ça dans cette vidéo, on commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à la télécharger, l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. On est plutôt investisseur chez le roi du Bitcoin, mais on est en train de faire le WSOT par rapport à Bybit, ce petit concours, le petit tournoi qui a eu de plutôt bons résultats jusqu'à preuve du contraire, bien que le marché soit relativement rangy actuellement. On attendra donc une résolution. Ne vous surexposez pas sur ces marchés, puisque généralement on punit les impatients et récompense les plus patients. Bon, premier arrêt, toujours tenu jusqu'à preuve du contraire. Ça c'est formidable à observer. Je vais enlever mon billet MA9 et MA18 juste ici. Tant que le premier a éteint, le premier, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus haut. D'ailleurs, je ne l'ai pas beaucoup vu passer en réalité sur le Discord des rois du marché. C'est un petit diamant actuellement, un diamant de retournement avec, qui est plutôt joli, hein, jusqu'à preuve du contraire. Là, c'est plutôt propre. On attend juste la résolution et on pourrait aller chercher potentiellement le haut de ce canal, hein, tout simplement, de ce biseau, de ce range, premier arrêt, haut du range, pour aller pourquoi pas faire un nouveau plus bas, ou avoir suffisamment de force et on verra où est-ce qu'elle pourrait apparaître, cette force pour pouvoir faire des breakouts et enfin casser cette résistance des 31 200, 31 500 dollars. On va le voir ensemble en fin de vidéo. Ce qu'on est surtout en train d'observer, c'est une forte contraction au niveau du RSI. Vous vous mettez ici en weekly, et vous allez regarder en fait par rapport à notre RSI 14 périodes. Vous avez une énorme contraction actuellement sur le RSI. C'est assez propre hein, pour le coup. Hein. Ici, vous avez des sommets toujours plus bas que les précédents et des hauts toujours plus hauts que les précédents. Vous avez donc une énorme contraction. Une contraction qui dure depuis quasiment 5 mois maintenant. Il faut juste reprendre en arrière et voir est-ce que ça s'était déjà arrivé et sur quel time frame ça s'était déjà arrivé et à quel moment ça s'était arrivé. Et bien, c'était arrivé en 2016. Et on va y revenir ensemble. Il me semble que c'était en mai 2016. Je sais pas, je l'ai noté tout à l'heure. J'arrive plus à le retrouver, mais c'était par là. Regardez ça, c'était juste ici. On a vu exactement la même chose. Vous voyez ici, hein, c'était clairement là. Vous aviez une énorme contraction juste là au niveau de notre récit. En 14 périodes, c'est exactement la même chose et on avait résolu au nord. Tout simplement. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, la tendance était haussière, on faisait des creux toujours plus hauts que les précédents et des hauts toujours plus hauts que les précédents, et on a donc breakout, cette énorme résistance qui correspond en fait par rapport à ce qu'on est en train d'observer aux 32 000 dollars, 31 000 dollars, 30 000 dollars si vous voulez. C'était exactement la même chose, nous avons consolidé pendant des mois, c'était un tout petit peu plus cette fois-là entre 2015 et 2016. Oui, nous étions en février, mars, avril, mai à peu près. Est-ce qu'on peut continuer à ranger pendant des mois? C'est complètement possible, hein. On est en train d'accumuler des open interest, que ce soit au nord ou au sud, on est en train de galvaniser au niveau de ces open interest la résolution et le décalage de prix sera relativement violent, que ce soit au nord ou que ce soit au sud. Personnellement, je favorise toujours, et je dis bien toujours le nord. Dès lors, on ne reviendra pas faire de nouveaux plus bas pour ma part dans les prochaines semaines et prochains mois, et on ne viendra pas remettre en cause cette dynamique haussière. Donc on ne viendra pour moi pas casser les 25 000 dollars avant de faire un nouveau plus haut au-dessus des 30 000 dollars. Voilà, c'est à peu près mon scénario, je le garde, je le tiens, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'invalidation par rapport à ce plan-là, tout simplement. Côté Shimoku Kinkoyo, on a exactement la même chose qui s'était passé en fait à ces périodes-là. Je vais enlever mon diamant. Vous vous mettez ici en weekly, c'est exactement la même chose. Je vais juste mettre Ishimoku Kinkoyo. On reste ici en weekly. On était bien au-dessus de notre Kenja, notre Tenkan. On se maintient d'ailleurs au-dessus de notre Tenkan ici. On aurait des excellents plays hein, qui se trouvent actuellement sur les 23 147 dollars. C'est vrai, vous avez ici un bloqueur qui est assez fort aux alentours des 25 736 dollars. Et vous avez aussi notre moyenne mobile en mensuel, ici 20 périodes, qui se trouve aux 22 000 dollars, enfin 27 000, 28 000 dollars. On peut aller chercher, si vous mettez Ishimoku Kinkoyo sur des plus petites time frames, on est ici, hein, on est en train de travailler notre Kinkoon, on peut aller chercher notre
pardon, ici, sur les 22 300 $, vous avez des magnifiques bloqueurs et cette neutralité sur notre ticking jaune ici, aux alentours des 28 100 $. Donc on peut aller chercher en fait tout le monde, on vient chercher de la liquidité, puis derrière, on repart. C'est à peu près mon scénario. Je vais le jouer personnellement sur ces 27 000 $, entre les 0,50 et les 618 de tout le précédent mouvement. Je vais juste revenir en arrière pour vous le remontrer par rapport à 2016. C'est exactement la même chose en fait, on s'aperçoit. Alors c'est peut-être un tout petit peu différent parce que nous étions dans le nuage à ce moment-là. Enfin, nous n'étions pas dans le nuage à ce moment-là. C'était juste ici, donc on se faisait bien soutenir en fait par le Tenkan-Key jaune. Et puis derrière, on a réseau au nord, tout simplement. Donc c'était exactement là, en mai 2016. J'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. D'ailleurs, on parlait de divergence, j'ai pris un tout petit play parce que comme on fait le tournoi au niveau des WSOT sur Bybit, j'ai pris un tout petit play sur Bitcoin, me semble-t-il. Ou non, sur Ethereum, pardon. Oui, j'ai pris un petit peu sur Ethereum. Regardez là pourquoi, en fait, on est toujours dans ce canal, en fait, ascendant ici. Donc, on est juste venu tapoter, vraiment toucher ici notre canal, notre biseau. Donc, je viens le chercher. Moi, je le joue personnellement sur quoi? Généralement des time frames en H4. Juste là parce qu'on a confirmé ma divergence haussière, tout simplement. Regardez, hein, c'est juste là. Donc, c'est clairement le play que j'attendais. Je n'ai pas attendu beaucoup plus que ça. Donc, je l'ai pris par là, je crois, sur un avalement haussier. Vous avez une divergence en 4 heures. Boum, je l'ai pris. Pour l'instant, je suis un tout petit peu en perte, mais j'ai pris un stop relativement large. Je crois que j'ai dû faire un levier x5, x6 là-dessus. Et puis d'ailleurs, on est en train de tapoter parce que c'est clairement un bloqueur ici au niveau de notre oblique par rapport à ce canal, enfin cette oblique basse, cette borne basse de ce canal ascendant. Et pour moi, c'est clairement jouable. Hein. On joue la tendance, il n'y a aucun problème avec ça. J'ai eu mes confirmations. On est sur un premier arrêt, c'est juste formidable. Tant que le premier est éteint, le plus probable, qu'est-ce que c'est par rapport au tout précédent mouvement, c'est de faire un nouveau plus haut, et ben on ira chercher un nouveau plus haut sur ce tout petit mouvement. Je garde complètement ce narratif en vue. Bon, ça c'était un petit peu tout ce côté technique. On peut regarder un tout petit peu au niveau de l'ordre de flow. Vous avez beaucoup d'open interest, hein, ils sont toujours extrêmement... on est chaud hein, sur ce marché, on s'impatiente, donc on a tendance à... Et c'est souvent une erreur qu'on fait. Je vous dis juste avant, sur Ethereum, j'ai pris un petit play avec un truc, levier x6, levier x5. Mais qu'est-ce qu'il fait Hermès? Il n'y a pas de volatilité, c'est au plus bas. Fait des leviers x50, x70, et ça essaie de grappiller quelques pourcentages. C'est donc une erreur. Hein, c'est pas parce que vous avez une contraction, une diminution au niveau de la volatilité qu'il faut pour autant augmenter ces leviers. C'est faux. C'est une vue de l'esprit. Et on le voit très très bien hein, par rapport à cette augmentation sur des petites time frames en 4 heures. Vous avez une explosion, une augmentation assez franche au niveau des open interest. Et ça, c'est typique lorsque vous avez une baisse de la volatilité. Quand vous avez une baisse de la volatilité, on a tendance, parce qu'on le voit en fait sous nos yeux, c'est pas quelque chose qu'on croit, c'est quelque chose qu'on voit. On a une contraction au niveau de la volatilité. Donc pour faire le même rendement, on a besoin de mettre des leviers plus importants ou des montants plus importants. C'est une bêtise, tout simplement, parce que généralement les résolutions sont franches et les décalages de prix sont férocement accrochés avec des billets qu'on a dans l'esprit et qui nous font en fait penser qu'on va revenir à la caisse départ, etc. Et c'est généralement où on se fait le plus dégommer. Donc faites très attention par rapport à ça. N'augmentez pas pour autant en fait vos tailles de position ou encore vos leviers. C'est une erreur qui est très commune en fait sur les marchés financiers sous prétexte que la volatilité est en train de se contracter, de se compresser. Parce qu'à un moment donné, la résolution sera franche et sera terrible. Faites attention à ça. Ne l'anticipez pas, ne le jouez pas. Attendez bien vos confirmations et prenez des profits lorsqu'ils se présentent, que vous ayez tort et que vous ayez raison. Si on a tort, on prend un stop. Si on a raison, on prend les TP, ni plus ni moins. Mais on a des open interest qui sont relativement francs. Toujours sur des toutes petites time frames, plutôt en faveur des vendeurs à découvert ici. Pourquoi? Parce qu'on retrouve en fait un ratio long short plutôt en faveur des vendeurs à découvert. On a plus de long que de short. Et vous avez le resale qui est plutôt chaud actuellement à long ce marché. Donc je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est une forme d'impatience. Donc généralement, on corrige ceci. C'est pour ça qu'on pourrait retrouver les 27 000, 27 100, 28 100, etc. pour essayer de dégommer tout le monde. Et puis après, on attendra tout simplement des résolutions haussières. On a eu aussi CPI. C'est pas une très bonne nouvelle au niveau du CPI par rapport aux États-Unis. 3,2 sur un consensus à 3,3 sur un précédent de 3. Donc ça a fait beaucoup couler d'encre sur les marchés financiers, enfin sur les médias mainstream, etc. pour dire que ça y est, il y a un rebond au niveau de l'inflation. Bon oui, vous avez raison, c'est clairement pas ce qu'on voulait. Mais ça fait en fait très longtemps qu'on est en train de se complaire à dire qu'on aura une inflation à 3%. Dès lors, la Fed dit, moi je veux pas du 3%, moi je veux du 2%. Dès lors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien il va continuer à maintenir des taux relativement restrictifs plus longtemps. C'est clairement ce qu'on avait vu ensemble. Dès lors, est-ce que ça a été confirmé? Est-ce que oui ou non, le consensus a décidé oui ou non à repousser, si vous voulez, au niveau de cette baisse des taux, ce fameux pivot? On va le regarder ensemble? Non, absolument pas. Il y a toujours en fait ce fameux pivot qui devrait intervenir
d'ici mars-avril 2024. Hein, c'est clairement ce qui avait été identifié par les opérateurs de marché. On sait qu'on est à peu près sur le plateau ici, en tout cas les opérateurs de marché à 90%, c'est le plateau. Pour le 20 septembre, il n'y a aucun problème, il n'y aura plus d'augmentation des taux. C'est juste formidable, mais vous avez toujours ce pivot. Et moi j'ai un doute sur ce pivot et sur ce fameux retour de l'année au réel. Néanmoins, c'est une bonne analyse. Pourquoi ? Parce qu'on en avait beaucoup parlé ensemble. Il y a un refinancement de la dette américaine qui devrait être fait au début du deuxième trimestre 2024. Et sur ces taux-là, c'est ingérable, c'est insoutenable, si vous voulez. Donc c'est pas complètement délirant. Et j'ai bien peur que la Fed soit en contre-narrative, si vous voulez, qui pourrait fortement faire vaciller les marchés. Voilà, si jamais il n'y a pas le pivot par rapport à ce que attendent les opérateurs de marché, par rapport au refinancement des dettes et par rapport au refinancement de l'économie en général, et que les taux restent hauts plus longtemps que ce fameux premier trimestre, vraiment le grand maximum, c'est premier trimestre 2024, à ce moment-là, il y aura un krach boursier et tout le monde vous dira pourquoi il y a le krach boursier, c'est la faute de la Fed. Non, ce sera tout autre chose, vous inquiétez pas, on trouvera les raisons, mais je vous le dis pourquoi maintenant, comme ça ce sera réglé. Voilà. Encore une fois, pas de certitude sur les marchés financiers, mais ce sera fortement catalysé. Pourquoi ? Parce que les marchés financiers le pricent à 6 mois. Donc on le sera 6 mois avant. Et 6 mois avant, c'est quoi ? C'est octobre 2023. Donc si vous avez un crack en octobre 2023, novembre 2023, ce sera dû à ça. Tout simplement, ou en tout cas en partie, si vous voulez. C'est clairement mon narratif, c'est mon scénario, et tant qu'il n'est pas invalidé, je continue tout simplement à le suivre. On continue avec quelque chose d'extrêmement intéressant, on le regardera juste après ça. Malgré le soupçon de fraude aux USA, Binance compte 150 millions d'utilisateurs. Bon, c'est clairement pas un challenger, c'est un mastodonte, 150 millions d'utilisateurs. Bien que nous avons énormément de FUD par rapport à Binance, est-ce qu'il va mourir, est-ce que c'est un FTX 2002, etc., tout ce que vous voulez. En tout cas, il continue à croître. Et quand on croît, c'est plutôt positif. C'est pas négatif. Donc il faut aller dans son sens là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter et mettre all-in sur du BNB, etc. Je ne pense pas personnellement. Moi je cherche plutôt des challengers. Hein. C'est pour ça que j'essayais de regarder un petit peu sur du Mantle ou des trucs comme ou du CHSB d'ailleurs qui a pris 10% hier par rapport au WoW. Plutôt intéressant à observer d'ailleurs sur Swissborg. Mais vous avez en fait, moi je cherche plutôt des challengers, bien que ce soit des tokens de gouvernance plutôt que du BNB. J'en ai vendu beaucoup trop tôt. Je ne referai pas les mêmes erreurs. Aujourd'hui avec 150 millions d'utilisateurs, je ne dis pas que ça ne peut pas double up. Je suis sur Binance et je reste sur Binance, bien qu'il y ait beaucoup de FUD actuellement sur cette plateforme-là. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et ça ne ment pas. Hein, le fondamental rattrape la technique. Ça, c'est du fondamental. Numéro 4, comme dirait CZ. Vous avez autre chose. Tim Cook confirme Apple investit dans l'IA générative depuis des années. En même temps, il n'allait pas dire le contraire. Je vous laisserai regarder de ce côté-là. C'est pas parce qu'ils investissent dedans, c'est pas parce qu'ils ont deux bonhommes qui sont les meilleures personnes du MIT qu'ils ont débauché il y a 5 ans en arrière qui travaillent sur une IA générative que ça va marcher. C'est pas parce qu'on le dit que c'est acté. Ils peuvent se planter complètement, Apple. Hein. Ils sont pas au-dessus des autres, si vous voulez. Ils ont une confortable avance en termes de trésorerie. Ça, c'est pas discutable, si vous voulez. Mais c'est pas parce qu'ils le disent que ça y est, ça veut dire qu'ils vont faire la meilleure intelligence générative du monde, etc. Non, pas du tout. Microsoft a pris les devants. S'ils l'ont, pourquoi ils la sortent pas ? La question reste bien évidemment ouverte. Parce que Apple, on avait beaucoup parlé de ça, ne truste pas le marché, ne brusque pas le marché. En fait, ils se placent de façon beaucoup plus fine, avec une force de frappe beaucoup plus forte, et avec des technologies, avec des produits, avec des bien mieux manufacturés et de plus haute qualité. Ça, c'est typiquement le truc d'Apple. Apple n'innove pas, c'est pas vrai, ils n'innove pas Apple. En fait, ils copient et ils font mieux. Tout simplement. C'est plutôt ça. Alors, je le dis peut-être brut de fonderie et je suis désolé pour les Apple maximalistes, mais si vous regardez en fait tout l'historique d'Apple, ils n'ont jamais rien créé. C'est pas vrai. Ils ont toujours trouvé déjà sur le marché et ils l'ont tout simplement sublimé quand ils l'ont toujours fait. Ça ne veut pas dire que ça marche pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Parce que ça leur réussit jusqu'à preuve du contraire. Et ils y imposent leur griffe, bien évidemment. Le stablecoin de PayPal pourrait booster Ethereum d'après JP Morgan, etc. Je rappelle d'ailleurs que JP Morgan avait dit sur les bottoms de marché qu'il y avait une récession sans précédent qui y est arrivée et que le S&P 500 devait s'écrouler de 20% supplémentaire. Je crois que je vous l'avais noté d'ailleurs. Je fais un tout petit... il est où ma petite note ? J'avais dit JP Morgan est en train de tracer. Voilà. Ici, JP Morgan, crash du siècle, moins 20% supplémentaire. Je ne mens pas, vous pouvez le retrouver. Hein, c'était clairement là-dedans, là. C'était ici, sur la semaine du 10 octobre 2022. Ici, JP Morgan vient de dire il n'y aura pas de récession. Pas de problème. Tout va bien dans le meilleur des mondes.
Tout est sous contrôle. Faites gaffe à ça. Généralement, il faut faire le contraire de ce que JP Morgan dit. C'est assez simple. Si vous le retrouvez chez d'autres influenceurs, si vous le retrouvez chez d'autres analystes financiers, un petit peu youtubeurs, etc., pas forcément ceux qui passent sur BFM, qui vous dit que JP Morgan, en fait, il faut faire le contraire de ce qu'ils disent, c'est pas faux, hein. C'est plutôt vrai, hein, parce que ça se répète, mais une infinité de fois, de fois, si vous voulez. Donc faites attention à ça, on peut arriver sur une période, et on arrive donc sur une période qu'on avait vue ensemble. Je doute qu'on ait de nouveaux ATH, plus accélération haussière, etc. Je pense qu'on va ici faire une forme de distribution. Ma question est de savoir est-ce que les bottoms tiennent, que ce soit sur Bitcoin, que ce soit sur Ethereum, que ce soit sur les S&P 500 ou le Nasdaq. On va d'ailleurs en parler juste après. Ça, je pense que c'était super important. Est-ce que oui ou non, ça va pouvoir booster PayPal? Actuellement, on ne voit clairement pas dans les graphiques, mais c'est bien si les systèmes de paiement aujourd'hui font leur stablecoin. Parce que quand je vois PayPal, je vois Visa, je vois Mastercard, je vois American Express, je vois plein de banques en réalité qui pourront proposer demain des stablecoins adossés à leur monnaie souveraine ou adossés à l'euro ou adossés à dollar, etc. On ouvre la porte et PayPal disrupte en fait ce marché et innove dans ce marché, va pousser en fait ces retranchements-là. Et c'est là en fait qu'il faut vraiment souligner l'initiative de PayPal, c'est que c'est une entreprise fintech bien implantée aujourd'hui sur le marché mondial et il pousse et il repousse les frontières en se mettant en frontal contre la SEC, etc. D'autres le feront pas, eux le font et il faut les récompenser pour ça. Et d'ailleurs, je peux comprendre que certains d'entre nous, hein, avec un N majuscule, souhaitent se repositionner ou peut-être accumuler un petit peu de PayPal supplémentaire parce qu'on a besoin de ce type d'entreprise aujourd'hui bien implantée dans le paysage financier, hein, en ligne si vous voulez, enfin fintech, etc., pour pouvoir repousser les frontières. Je récompense ce type d'initiative. Donc je reprendrai un petit peu de PayPal incessamment sous peu. On est sur des très bonnes zones. Bigtrace contre la SEC, une paie à 24 millions de dollars pour l'exchange. Vous vous rappelez, il avait déposé le bilan, la SEC les avait envoyés en justice par rapport à une vente illégale de securities, etc. Juste avant qu'ils partent et qu'ils quittent les États-Unis avec un dépôt de bilan sous la loi sur le chapitre 4, sur le chapitre 11, pardon. La SEC a intenté un procès, le procès a été fait comme d'habitude et ce n'est jamais différent. Ce n'est jamais différent. Aujourd'hui, après des mois de procès et malgré sa situation compliquée, les dirigeants de Bigtrace ont accepté de payer l'amende de 24 millions de dollars réclamée par le journal financier. Ces 24 millions de dollars incluent 14 millions de pénalités de redressement, 4 millions de dommages et intérêts et 5 millions de pénalités civiles. Voilà comment se finance la SEC aujourd'hui. Prendre des chèques. Ce ne sera pas différent pour Coinbase, on ne sait pas les montants, mais ce sera peut-être 20, 30, 50 millions. Il avait déjà payé d'ailleurs, Coinbase, 50 millions de dollars à la SEC pour d'autres histoires. Ce qui est très intéressant, c'est que maintenant que Bittrex en fait, s'est fait attaquer par rapport à la vente de securities, vous savez qu'aux États-Unis, on ne peut pas réattaquer sur le même motif. S'il y a eu un accord par rapport à un chef d'accusation, on ne peut pas réattaquer sur le même chef d'accusation. Il faudra un motif donc différent. Donc l'idée d'attaquer Bittrex pour des ventes de securities illégales, etc., on ne peut pas les attaquer. En fait, ils achètent leur paix judiciaire, si vous voulez. C'est très connu aux États-Unis. S'il y a un accord, on ne peut pas revenir sur le même chef d'accusation. Il faudra donc de nouveaux éléments et changer de motif de chef d'accusation. Je trouve ça plutôt intéressant puisque c'est très répandu aux États-Unis, un petit peu moins en Europe, mais aux États-Unis, ça fonctionne plutôt bien et généralement, on paye, tout simplement. Et ce sera partout pareil, évidemment. Climat. Je vais aller relativement vite, mais je pense vraiment que c'est super important d'en parler. Biden peine à convaincre les Américains du bienfait de son Inflation Reduction Act. D'ailleurs, Biden l'a dit il y a quelques jours, hein, j'étais à l'étranger, explique qu'il n'aurait pas dû dire Inflation Act, bien que ça fonctionne, on est plutôt content de l'observer. Hein. Il aurait plutôt dire Croissance Act ou un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un plan de 750 milliards de dollars visant à réindustrialiser le pays, s'adaptant à la transition écologique, etc., et tout ce que vous voulez. Ce plan de 750 milliards, en réalité, c'est pas sur une année. Hein, c'est plutôt sur 10 ans, voire bien plus encore. On constate que ce plan-là n'est plus de ce plan-là. Hein, c'est 360 milliards pour des entreprises de nouvelles technologies, 50 milliards pour les puces et les semi-conducteurs, 100 milliards pour les véhicules et l'électrification des véhicules sur le sol américain, etc. Bon, vous avez compris un petit peu l'idée pour Ford, pour les constructeurs automobiles, etc. Bon, grosso modo, 750 milliards, on est quasiment divisé par deux, mais on sait que ce plan-là, comme beaucoup en fait dans les initiatives des présidents et des chefs américain, va beaucoup plus loin. Donc en fait, 750 milliards peuvent se transformer en 1500 milliards. Ça, c'est complètement possible si c'est voté par le Congrès. Hein, il faut bien le comprendre comme ça, dans la même lignée. Il faut savoir que ceci a quand même été initié initialement aussi par Trump. C'est un petit peu comme la guerre économique avec la Chine. Trump avait lancé une guerre économique contre l'Europe et contre la Chine, et Biden l'a poursuivi.
on poursuit en fait dans ces démarches-là. Et c'est très connu que les chiffres ronds, les chiffres sont forts, les chiffres sont tout ce que vous voulez. Ça fait beaucoup écrire, il faut le prendre comme ça, mais c'est jamais définitif. Et d'ailleurs, on le voit très bien. Alors c'est exact, pour vous résumer ça, pour mieux le comprendre, c'est un petit peu comme le crédit impôt recherche, hein, le CICP de François Hollande qui l'avait lancé. C'est exactement la même chose en fait. C'est exactement pareil. Vous faites, nous on vous finance, à taux zéro, à taux machin, facilité de paiement, tout ce que vous voulez. On vous file de la thune, des subventions par-ci, par-là, etc. C'est clairement ce truc-là, c'est le CICE de François Hollande. C'est à peu près la même chose, sauf que les États-Unis le font chaque année. Il faut aussi le comprendre comme ça, et ça marche plutôt pas trop mal. En tout cas, ça marche bien pour les entreprises qui sont là. Or, il y a un problème aujourd'hui, et il y a un contexte qui change par rapport à ces taux, par rapport à la Fed et par rapport à ces grandes annonces, si vous voulez, de plusieurs centaines de milliards de dollars qui va logiquement bénéficier dans plusieurs années, voire dizaines d'années, par rapport au peuple américain. C'est ceci, ça a été partagé par Money Radar, le gouvernement US paye aujourd'hui 1000 milliards de dollars rien qu'en intérêt. Et ouais, rien qu'en intérêt. C'est environ un tiers de ce que perçoivent aujourd'hui les impôts aux États-Unis. Par ailleurs, le département du Trésor vient d'annoncer qu'il prévoyait d'émettre plus de 1000 milliards de dollars de nouvelles dettes au cours du troisième trimestre. Waouh! Donc oui, on peut envoyer 750 milliards, 350 milliards pour aider les entreprises, pour aider les demandeurs d'emploi, pour aider la sécurité sociale avec le grand blanc d'Obama. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce Care Act, là, je ne sais plus comment ça s'appelait exactement, le super Act Care de Barack Obama qui finalement a réussi à mettre en place, mais sans jouer les coudes avec les républicains à l'époque. Bon, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des recettes de l'État du Trésor américain part dans le remboursement de la dette. On peut bien évidemment comprendre qu'on arrive sur un système aujourd'hui américain à bout de souffle. On le voit, en fait, on le constate. C'est pas quelque chose qu'on croit, c'est quelque chose qu'on voit. Ne se repose que sur la confiance. Ne se repose que sur la confiance et sur la taille de leurs muscles. Et aujourd'hui, ils ont des muscles encore extrêmement gros. Il faut le savoir. Donc difficile d'aller contre eux. Même si on le voit avec les BRICS, etc. On avait déjà parlé, d'ailleurs on pourra reprendre cette idée-là par rapport, on avait fait un travail avec l'euro dans les années 2000 vis-à-vis des BRICS, avec une monnaie d'échange internationale sur les paiements, notamment des matières premières. Je pense que ce n'est pas si différent. Il faut toujours essayer de voir beaucoup plus loin. Vous savez, quand on fait quelque chose, on a toujours des temps d'avance ou des idées derrière la tête. Donc, il ne faut pas rester en fait bloqué. J'ai pas eu de commentaires comme ça. Non, Hermès, tu te trompes. Et vous avez probablement raison. Hein. C'est toujours la même chose puisque je le sais pas personnellement. Et peut-être que vous savez des choses que moi je ne sais pas. Mais quand vous dites non, l'objectif c'est pas de faire une monnaie commune par rapport au pays, etc. C'est vraiment pour les échanges internationaux qui seront utilisés que par les entreprises ou qui seront utilisés que par. Allez, voyez plus loin que ça. Hein, je pense pas que la Chine lorgnerait sur la Russie. Je ne pense pas que la Chine ne voudrait pas avoir la mainmise avec une monnaie unique sur l'Inde, par exemple. Vous comprenez ça? Ça, c'est super important de bien le comprendre. Peut-être que demain, la monnaie des BRICS sera la monnaie mondiale. Il faut le savoir. Essayez toujours de regarder avec un temps d'avance ou plusieurs temps d'avance, un petit peu comme aux échecs. N'ayez pas un seul coup et ne regardons pas, en fait, ne prenons jamais pas sur argent comptant ou pour argent comptant, pardon, ce qu'on nous expose, en fait, dans la presse. L'objectif ultime, finalement, c'est celui-ci qu'il faut aller chercher. C'est bien évidemment que la Chine impose une monnaie unique partout sur la planète et que tout le monde soit chinois. C'est ça le but de toutes les civilisations. Une civilisation telle qu'on les connaît, c'est soit elles s'agrandissent, soit elles périssent. Vous n'avez pas le choix. Et généralement, ces cycles de civilisation, qui à travers une monnaie, on avait déjà fait ce travail-là, c'est 250 ans. Ce serait 2040-2050 pour les États-Unis, pour information. Vous voyez que Bitcoin peut être un réel salut pour les 20 prochaines années. Voilà, je voulais vraiment vous montrer ça et remettre les choses en perspective par rapport aux annonces qu'on a. Et pourquoi je vous parle de ça, ces fameux 750 milliards actes ou 360, parce que JP Morgan l'a utilisé. JP Morgan l'a dit dans son intervention, dans l'Ohio, je crois qu'il était dans l'Ohio récemment, et il a dit en fait, de cet argent de l'Inflation Act, moins de 5% ou 5% ont été utilisés actuellement dans l'économie réelle. Un an après, seulement 5% de cet argent-là a réellement été injecté dans l'économie réelle. Donc ça permet en fait de nous expliquer que il y a encore plein d'argent qui va tomber dans l'économie réelle. Et donc, il n'y aura pas de récession, évidemment. On va continuer. Oui, mais c'est pas demain. En fait, ces 5%, c'est déjà beaucoup en fait, par rapport aux 10 prochaines années ou 20 prochaines années, par rapport au plan qui avait été annoncé initialement, notamment par Joe Biden.
Ça a fait le tour des réseaux. Michael Burry dévoile un big short de 1,6 milliard de dollars sur S&P 500 et Nasdaq. En fait, ce qui choque, c'est pas qu'il fasse 1 milliard, c'est surtout le montant. 1,6 milliard, c'est bien plus, si vous voulez, que son propre fonds. Je crois qu'aujourd'hui, il a 111 millions ou 150 millions au niveau de son fonds. Et il fait des options, donc il paye la prime pour un montant total de 1,6 milliard de dollars sur S&P 500 et sur Nasdaq. Bon, il faut savoir, et ça c'est Money Radar également qui le partage, ça a été beaucoup repartagé, Piranha Profit, pardon, donc comme il le met, je le partage, mais il s'est souvent planté en fait, Michael Burry. Il a souvent eu raison trop tôt. Hein, généralement, là, bien joué, je sais pas s'il avait pris ses profits, il était rentré in money. Derrière, là, il s'est planté, ici il s'est planté, il a un petit peu raison trop tôt, ici il s'est royalement planté, ici il s'est encore royalement planté, ici peut-être un petit peu planté, mais j'espère qu'il a pris ses profits, et ici il le refait. En fait, c'est une couverture exagéré, si vous voulez, exacerbé par rapport à l'équivalent de son portefeuille. Donc on sait aussi qu'il a viré son Alibaba, il a viré pas mal d'entreprises asiatiques, etc. Et puis il a renforcé dans Discovery, il a renforcé sur pas mal de boîtes, il a aussi lâché PacWest, etc. Il avait fait un espèce de coup là-dessus, personne n'avait vraiment compris. Bon, finalement, il abandonne son pari. Peut-être qu'il pensait que la Fed allait racheter les banques, j'en sais rien, je sais pas trop ce qu'il a pensé. Mais ça reste un être humain, ce mec-là. Alors oui, il a 100 millions de dollars ou 1 milliard de dollars ou 150 millions de dollars, mais ça reste un être humain avec ses propres billets, ses propres intentions. Est-ce que c'est intéressant quand même de le prendre en considération? Oui, parce que ce type de personne a accès à des informations que nous n'avons pas en tant qu'influenceur ou en tant qu'analyste ou en tant que des communautés. Donc il faut le regarder ce qu'il fait. Il faut essayer de comprendre et essayer de jouer lorsque nous aurons nos propres confirmations. Actuellement, je ne les ai pas. La seule chose que je vois sur S&P 500, qu'est-ce que c'est? C'est que nous sommes actuellement dans une zone de rechargement de short long terme. Donc Michael Burry, vous pouvez prendre tous ces paplards. Peut-être qu'il sait des choses, et très probablement qu'il sait des choses que beaucoup ne savent pas, mais en fait c'est juste du bon sens. On prend en fait des couvertures dans des zones de rechargement d'achat. Au même titre qu'on avait fait ce travail-là au niveau de l'USDT, USDC. Juste ici au niveau des stablecoins, actuellement on est bien dans une phase d'arbitrage. Mais ça fait des mois, ça fait 4 mois qu'on y est dans cet arbitrage, couverture, décision. Donc actuellement, si on prend en fait cette magnifique résistance que tout le monde voyait, enfin quand on était à 17 000, peu le voyait. Mais bon, c'est pas grave. Moi je vois plus haut encore. Mais on est bien sur une forme d'équilibrium. Il n'y a plus vraiment de vendeurs ici, il n'y a pas vraiment d'acheteurs ici. Donc qui on va attendre pour éventuellement avoir des breakouts ou des fake-out et des réintégrations baissières pour aller chercher beaucoup plus bas que terre? Une revisite ou une réactualisation au niveau des anticipations de bénéfices pour la fin de l'année. Ça, franchement, ce serait vraiment pas bon. Ça peut être catalysé par une augmentation très forte au niveau de l'inflation ou un retour de l'inflation ou un Black Swan, j'en sais rien. Hein. Malheureusement, on ne peut pas les prédire, ces Black Swan. Personnellement, sur ces niveaux de valorisation, je ne les joue pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se couvrir. C'est exactement ce que fait Michael Burry. C'est juste, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Michael Burry se couvre actuellement. Et s'il a raison, ma foi, et s'il a un Black Swan qu'il, bien évidemment, ne connaît pas, il en profitera. Hein. C'est comme ça qu'on crée des opportunités. Des opportunités se créent dans le déni. Le seul problème que j'ai, c'est que beaucoup trop l'attendent. En fait, ces gros Black Swan, ces fameux cracks Covid ou ces crashs de 2008, etc., c'est bien parce qu'il y a des mecs, comme Kerviel ou comme d'autres, en fait, sont all-in long là-dessus, quoi. Parce que personne ne le voit, ou très peu de personnes ne le voient. Il n'y a pas de crise, arrêtez vos bêtises, c'est rien, c'est nouveau plus haut, nouveau sommet, premier arrêt, YOLO. Actuellement, il y a beaucoup trop de personnes, pour ma part, hein, c'est ce que je vous témoigne, voient que ça va baisser. Je pense que quand on arrivera sur les 48 000, 50, 52, 56, alors que probablement le premier arrêt aurait été breaké, qu'on sera dans une zone de rechargement de vente, et qu'on aurait accepté les ETF Bitcoin via la SEC d'ici quelques... Et à ce moment-là, peut-être que tout le monde se galvanisera de pensée haussière, que ce sera peut-être un excellent moment pour prendre des profits, voire de vendre et prendre des options de couverture. C'est pas quand tout le monde est baissier qu'il faut prendre des couvertures, c'est quand tout le monde est haussier qu'il faut prendre des couvertures. C'est à ce moment-là en fait qu'on a des retournements extrêmement violents de très gros portefeuilles qui ont besoin de ces liquidités-là pour vendre massivement, parce que ça, si les gros portefeuilles vendent maintenant, je peux vous garantir qu'on se retrouve sur les bottoms à 17 000 $ en l'espace d'une semaine. Mais actuellement, ils ne le font pas. Donc on ne le fait pas en fonction de ce que l'on croit, de ce que l'on pense, mais en fonction de ce que l'on voit. Et actuellement, on ne le voit pas et personnellement, je reste haussier. On continue avec ceci. ETF Bitcoin, la SEC, le journal américain, repousse ETF spot de Cathie Wood. Bon, c'est une surprise pour personne, on savait bien qu'ils allaient repousser, et ils ont donc jusqu'à mars 2024 pour le faire. Voilà, ils peuvent repousser jusqu'à mars 2024. Donc attendons-nous à ce mars 2024. C'est quoi mars 2024 ? C'est juste formidable, parce que c'est aussi l'halving de Bitcoin. Voilà, partez de ce constat-là. Mars 2024, c'est également, ou avril 2024, c'est également... Oh pardon, c'est pas ici que je voulais aller. C'est ici que je voulais aller, parce que je les ai notés là-dedans. Coucou.
Voilà, juste ici. Boum. Voilà, mars 2024. Halving. Tous les chemins mènent à Rome. On accepte halving, on accepte l'ETF, Bitcoin, etc. Ou un ou deux, ou peut-être pas, j'en ai pas la moindre idée d'ailleurs. Mais grosso modo, bah, là, ce sera tous les chemins mènent à Rome pour dire bah, c'est super haussier. Et ce le sera peut-être, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais généralement, on fait descendre le train avec un maximum de personnes et on le fait monter avec un minimum de personnes. C'est toujours la même chose. On a aussi un petit catalyseur pour pouvoir nous break out en fait, hein. Ceci, hein, cette fameuse poche de liquidité, cette box orange, enfin cette box en or, cette golden box, si vous voulez, qu'on avait déjà noté il y a très très longtemps, hein, avant même d'y aller, on l'avait noté, enfin on n'y est toujours pas, ceci étant dit, et ça aussi on l'avait noté depuis très très longtemps, je vous donne le prix, on l'avait dit 6 mois avant, le prix, la date et l'heure du bottom de Bitcoin, j'avais plutôt vu moi sur les 14 000 dollars ou 13 000 dollars, bon finalement c'est pas passé si loin, 15 000 dollars, mais bon, on va pas chapeauter pour si peu, mais plutôt intéressant en fait de la observer. Clairement, je vois ceci. Et comment on peut y aller? Bah, j'ai mon catalyseur. C'est quoi le catalyseur? Bah, c'est lui. Hein, ces MicroStrategy prévoient une vente d'actions de 750 millions de dollars acheter potentiellement du Bitcoin. C'est juste formidable. Maintenant, la question, c'est de savoir, mais c'est quand que ça va être fait? Bah, ça va être fait, on va le voir, parce que généralement, Michael Saylor, il l'achète directement au marché. Hein, il ne vend pas ses bitcoins au marché, il les achète au marché. Et dans un document déposé auprès de la Security of Exchange Commission le 1er août, MicroStrategy a annoncé qu'elle avait conclu un accord de vente avec 3 sociétés. Donc l'accord de vente a déjà été conclu. Cet argent va donc bien être amené. Incessamment sous peu. Alors je ne connais pas leur contrat, paiement sur 30 jours, 60 jours, etc. Mais c'est fait. C'est pas potentiellement un accord de vente avec des sociétés. Non, on a tout là. Vous prenez le papier et vous savez que c'est fait. Après, les petites lignes, je ne sais pas si on les connaît ou je ne sais pas si on peut les retrouver. Mais pour vous dire que c'est imminent. Donc ceci est imminent. Donc je pense qu'il va utiliser bien évidemment cet argent, comme il l'a fait à 4 reprises dans le passé, en vendant leurs propres actions pour acheter du Bitcoin. C'est clairement ce que MicroStrategy fait chaque année. Hein. Il explose au niveau de ses actions, il vend des actions pour acheter du Bitcoin. Et bah, il n'est pas folle la yep. Donc c'est ce qu'il est en train de faire ici. Il va vendre des actions de classe A, donc ça ne va pas influencer le cours, si vous voulez, au niveau de MicroStrategy, puisque ce sont des ventes qui sont détenues directement par MicroStrategy, ce n'est pas une augmentation de capital qu'on peut le voir par rapport à tous, etc. Et il va donc acheter du Bitcoin, et ben vous le serez s'il en achète. Et vous le serez quand? Et ben 3 mois plus tard. Parce que MicroStrategy devra le divulguer, mais 3 mois plus tard. Ou sauf s'il le tweet, bien évidemment, il aime bien le tweeter, Michael Saylor. Mais il dira, voilà, je sais pas, je pense qu'il le dira même dans la journée, mais on le verra sur le cours. Et ça peut réellement catalyser pour aller faire ces breakouts-là. C'est le seul truc, en fait, qu'on voit sur du très court terme pour conserver ce narratif-là. Donc, si vous aviez un doute pour dire est-ce que je dois vendre maintenant, tout vendre pour acheter moins cher, ne le faites pas. Honnêtement, jamais on ne peut penser de façon rationnelle de vendre en discount pour potentiellement vouloir acheter moins cher. Parce que le plus grand risque qu'on prend, c'est systématiquement de devoir acheter plus cher et le plus souvent au moins bon moment. Tout simplement. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous avez toute ma visualisation qui n'a finalement que très peu évolué depuis les 10 derniers jours et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin. Ciao.